Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, on a la chance de jaser avec Social Mimi. Geneviève qui est là avec nous. On va jaser de création de contenu de manière spécifique à TikTok. Geneviève, c'est une coach TikTok, mais Geneviève, dans ton parcours, là, t'es partie vraiment de loin. Hein? T'étais ingénieur, puis t'as travaillé t'as lancé un e-commerce, puis là, t'es rendu coach TikTok. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé comme ce parcours-là qui t'a amené à être aujourd'hui une coach TikTok, d'être social Mimi? Écoute, je vais essayer de faire ça court parce que c'est vraiment un parcours très sinueux. J'étais ingénieur civil spécialisé en hydraulique, donc je travaillais sur des projets hydroélectriques pour SNC-Lavalin. Et j'étais pas heureuse là-dedans. Pourquoi je suis allée là-dedans, ça c'est une longue histoire, mais disons que je travaillais là-dedans et je suis tombée enceinte, j'ai eu 2 bébés collés. Et au cours de mon congé de maternité, je suis comme tombée en amour avec le domaine des produits de bébé, tout ça. Puis là, j'ai comme imaginé un projet de café maman-bébé ou avec, tu sais, un espace boutique, un espace de jeu, un café, blabla, tu sais. J'ai monté un projet, j'ai soumis mon projet pour le concours québécois en entrepreneuriat 2009 et j'ai gagné. C'est intéressant, la veille de mon accouchement, j'étais en train de relier, tu sais, dans le temps où on reliait nos documents avec l'espèce de boudin, là. Je pense qu'on fait plus ça aujourd'hui, mais en tout cas. Alors, ce projet-là n'a jamais vu le jour. Par contre, euh, j'ai lancé une boutique en ligne de produits de bébé de chez moi. Pour commencer, ça s'appelait Toi, moi et bébé. Donc, je me suis familiarisée avec le e-commerce et la gestion de communauté aussi parce que j'ai lancé le blog Toi, moi et bébé. Dans le temps que c'était vraiment des forums de discussion, là, hein. Mm-hmm. J'ai bâti une belle communauté là-dessus. Après ça, j'ai eu une page Facebook que, et donc, depuis le début, j'avais comme l'idée qu'avant de vendre quelque chose, il fallait bâtir une communauté. La boutique en ligne de produits de bébé a évolué, est devenue une compagnie de distribution, donc de distribution de marques de produits de bébé pardon, étrangères au Canada. Et au fil du temps, avec mon associé et ex-mari, ben, on a fondé la compagnie Bébé Love, qui est une marque de produits de bébé, qui est maintenant vendue dans une quarantaine de pays. Donc, j'ai été gestionnaire d'entreprise, j'ai porté vraiment tous les chapeaux, là. Je suis experte pour wrapper des palettes, mais ce que j'aimais le plus et ma grande responsabilité au sein de la compagnie, c'était le marketing. Et donc, j'ai touché à tous les aspects du marketing d'une petite entreprise, les salons commerciaux, les catalogues, le print, le web, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, vraiment, c'était mon... J'avais vraiment une affection particulière. Dans le temps, il n'y avait pas TikTok, là, c'était Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Je me suis éventuellement divorcée de mon associé et ex-mari et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais une affinité particulière, comme je disais, avec les réseaux sociaux. Et dans ce temps-là, euh, j'entrerai pas dans les détails, mais on avait on venait d'ouvrir une compagnie au Mexique. Moi, j'ai vécu plusieurs années au Mexique et j'avais un associé là-bas qui est malheureusement décédé. Mais ben, je m'étais dit, je pourrais aider les entrepreneurs canadiens qui veulent percer au Mexique, avoir une présence au Mexique. Tu sais, je suis trilingue, j'adore les réseaux sociaux, il y a comme un créneau. Fait que c'est là que l'idée de Social Mimi est née. Puis Social Mimi, c'est un nom Mm-hmm. facile à prononcer dans les 3 langues. Alors c'est pour ça que Mimi, c'est le surnom de ma fille, Social pour les réseaux sociaux. Bon. Ce projet-là n'a pas vu le jour, comme je te dis, parce que mon associé est décédé subitement. Et mars 2020, je m'en vais à San Diego à la conférence Social Media Marketing World. J'écoute la présentation d'une femme qui s'appelle Rachel Peterson, qui m'a instantanément donné la piqûre de TikTok. Elle était tellement passionnée. Elle m'a convaincue, là, direct. Je suis revenue à Montréal, j'ai installé TikTok.
quelques jours après, tout ferme, la pandémie, tout ça. Donc, ça a été comme, par la force des choses, j'ai eu le temps de me plonger, la tête baissée là-dedans. Puis j'ai eu un coup de foudre instantané. À cause de du côté communauté, le, j'ai renoué avec mon côté artistique. Tu sais, les lip sync, les danses, tout ça, tu pouvais être Mhm. toi-même, faire n'importe quoi. Et en plus de ça, j'ai découvert une passion pour le montage vidéo. Donc, de fil en aiguille, j'ai comme fait wow. Puis j'ai commencé à faire des tutoriels, ça a commencé à pogner. J'ai dit, OK, je pense qu'il y a vraiment une opportunité. Puis c'est là que j'ai commencé à... par la bande, les gens ont commencé à m'approcher, puis voilà, je suis devenue coach et j'ai aidé plusieurs entrepreneurs vraiment à s'établir et avoir du succès sur TikTok. Puis c'est ça, c'est la courte, longue histoire de social C'est media. vrai, c'est tellement fou parce que, tu sais, on avait eu on a déjà eu la chance de se jaser, puis tu sais, toi puis moi, on a eu tellement des parcours similaires, de lancer un site web e-commerce en 2009 dans ces années-là, puis là, de faire la gestion de communauté, puis de créer du contenu. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens peut-être qui te regardent et qui se disent comme, oh my God, tu sais, Jen elle est vraiment bonne, mais tu sais, c'est un travail que tu as appris sur plusieurs années. Tu sais, t'as pas juste débarqué sur TikTok, tu as commencé à Ah avoir du non, succès, tu avais déjà une certaine compréhension des médias sociaux. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que souvent les gens, on a tendance à voir quelqu'un qui réussit, mais on voit pas tout le chemin parcouru. Puis toi, c'est vraiment intéressant de voir justement tout le travail que tu as fait avant d'arriver sur TikTok, puis que là, tu avais un timing idéal pour arriver sur la plateforme à un moment où elle était en plein essor. Puis en plus de ça, tu avais beaucoup de temps à dédier à la plateforme et à ta création de contenu. Fait que ça, je pense que c'est des éléments clés quand même euh, que, que, que je voulais faire ressortir de cette conversation-là. Parce que souvent, on se compare, hein, quand on regarde les autres créateurs de contenu sur les médias sociaux, on se compare, puis on n'a pas nécessairement une bonne idée de tout le parcours qu'il y a derrière ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu puisses partager cet aspect-là. Puis si je te posais la question, là, tu sais, comme tu as dit, tout de suite sur TikTok, j'ai eu le coup de foudre. C'est quoi l'élément déclencheur comme soit quand tu as entendu la conférence au Social Media Marketing World ou quand tu as téléchargé l'application, ça a été quoi le aha moment? ah, c'est vraiment la conférence. Je vais avouer, là, j'ai dit que j'ai téléchargé après, mais je connaissais l'appli depuis 2019. Un ami, j'étais à Mexico pour le travail, puis un collègue m'avait montré TikTok, puis il m'avait dit ça, je catchais pas le but, je comprenais pas, Hmm. je me disais, mais je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis tu vois, en 2020, il y a Rachel Peterson qui parle, puis tu sais, orienté business, là, pas juste pour le Ouais, plaisir. Euh, Puis pendant le keynote, tu sais, la grosse présentation d'ouverture, le message, c'était Get on TikTok now. C'est ça qui s'en vient. Puis fait que j'ai comme reçu 5 sur 5. Puis c'est ça, mais c'était pas seulement dans un objectif professionnel, je l'ai personnellement, je suis tombée en amour, moi. J'ai pas commencé en faisant du contenu dans le but d'en faire une business, là. C'était, j'ai appris en ayant du plaisir, puis en m'exprimant, puis en connaissant du monde, puis c'est, puis c'est ça, les ouais, compétences techniques que j'ai acquises au fil du temps. Puis là, ça venait chercher, tu sais, mon côté technique d'ingénieur. Écoute, j'adore combiner le créatif puis le technique, là, je capote. ah, j'adore ça, tu sais, puis tu sais, tu l'as très bien dit. Au début, tu étais là vraiment pour le plaisir. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les gens, on oublie. On va créer du contenu parce qu'on se sent obligé de le faire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui se perd vraiment beaucoup, le plaisir de créer du contenu parce qu'on se met beaucoup Oh. de la pression par rapport à une certaine fréquence, une certaine quantité, puis on se laisse pas avoir du plaisir. Oui, puis on crée le contenu Comme en fonction de ce qu'on pense que les autres veulent. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. mhm. Ah ouais, puis ça c'est vraiment intéressant. Tu peux-tu nous parler un peu plus comme toi, comme justement ton processus de contenu, comment tu fais pour créer ton contenu, puis justement comme ne pas te laisser influencer par qu'est-ce que tu penses
que les gens vont aimer? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on est d'une certaine façon influencé. Quand je fais des tutoriels, c'est souvent parce qu'on m'en a demandé. Donc oui, de ce côté-là, je vais, tu sais, y répondre un peu à la demande. Mais premièrement, puis je me ferais sûrement taper les doigts là, par ceux qui ont étudié en marketing puis qui ont, tu sais, qui ont vraiment la formation classique de marketing. Je n'ai pas de plan marketing précis, tu sais, un calendrier là, de publication. Je suis une fille de feeling, je vais l'avouer, là, bien honnêtement. Je saisis les opportunités. Je pense que ma force, c'est de vraiment de saisir les opportunités puis d'être capable d'apporter une twist créative à, mettons, ce que tout le monde fait. Euh, donc, je vais embarquer de temps en temps sur les tendances en essayant tout le temps de donner une twist plus créative ou plus technique ou peu importe. Euh, et de répondre à la demande, mais à ma façon, puis selon mes termes à moi. Mm-hmm. Ça se peut que ça plaise pas à du monde, mais je cherche pas à plaire à tout le monde. Puis je pense que du côté, tu sais, dans la vie et dans la business, on devrait adhérer à cette philosophie-là parce qu'on peut pas satisfaire tout le monde. Et le jour où tu n'as plus de plaisir à créer du contenu, là, parce que tu le fais pour les autres et non pour toi en premier, c'est là que c'est là que l'épuisement risque d'arriver, c'est là que la démotivation, tu sais, tu commences à être démotivé, là, c'est quand t'as pas de plaisir, puis c'est une corvée. Mm. Je, je sais pas, je fais des choses qui... Oui, des fois, je t'avoue, enregistrer des voice-overs, j'haïs ça. S'il y a quelque chose que je pouvais éviter de faire, c'est ça. Mais, Et pourtant, ça paraît pas du tout parce que quand on regarde, quand on écoute tes vidéos de voice-over, t'es super oh bonne mon pour Dieu, vrai, là. je voyais... Faudrait que je filme le processus de A à Z. Si tu voyais comment c'est compliqué pour moi. Il y en a qui l'ont, là, tu sais, qui sont capables, là, d'une Ouais. shot. C'est pas mon cas, c'est pas ma force. J'ai des forces, ce n'est pas celle-là. Mais Jen, tu vois, moi c'est parfait parce que un des objectifs que j'ai avec le podcast Social Show, c'est vraiment ça, c'est que les gens, on voit le contenu fini, mais on voit pas tous les efforts en arrière, on voit pas tout ce struggle-là. Fait que moi, aujourd'hui, que tu partages ça, c'est tellement parfait parce qu'on regarde ton contenu et tu te dis, oh wow, ça a l'air tellement facile pour elle. Et ben, ce n'est pas le cas. Hein? Puis même, peu importe qui on est comme créateur de contenu, il y a des choses qui sont super faciles pour nous, il y a des choses qui sont plus difficiles. Fait que là, toi, clairement, c'est la notion de voice-over. Puis là, tu nous dis, ah ben, si j'avais la chance là, de créer un vidéo qui parle un peu plus de tout le processus, ben, tu peux-tu nous en parler concrètement, ce processus-là là, de A à Z, quand tu produis des vidéos, c'est quoi ton process de manière vraiment spécifique que les gens puissent comprendre, comme c'est quoi toutes les étapes qui rentrent en ligne de compte pour la création de contenu sur TikTok? Ben, pour ce qui est, bon, des idées de contenu. Bon, il y a le contenu qui est plus facile à planifier dans le sens des tutoriels. Je m'en fais demander plus que ce que je suis capable de produire. Donc, c'est pas compliqué. Si je me demande quoi faire, ma liste tu sais, est très longue. Mais par exemple, supposons, tu sais, à tous les jours, je passe beaucoup de temps sur TikTok. C'est de la veille, on va appeler ça de même, La la veille veille technologique. stratégique. La veille stratégique, voilà, hein? Des séances de veille stratégique réparties tout au long de la journée. Si je vois passer, par exemple, quelque chose que je trouve intéressant, première étape, ça, je le recommande à mes clients, à tout le monde à qui, c'est pas un gros secret, là, mais genre, je vais sauvegarder la vidéo, je vais sauvegarder le son et je vais enregistrer un brouillon immédiatement avec le son. Donc, un brouillon, je dis n'importe quoi. Et dans le titre, je vais aller marquer mon idée générale. Donc, quand je rentre dans mes brouillons, puis je vois le titre, ah oui, c'est vrai. Parce que sinon, enregistrer juste un son, ça sert à rien. Tu vas te ramasser avec 2000 sons, tu sais plus quoi faire avec, tu sais plus pourquoi. Donc, puis je me crée des collections de favoris. Donc, quand j'ajoute une vidéo à mes favoris, je vais l'ajouter par exemple à la collection transition. Donc, si je veux une idée de transition,
je vais voir dans ma collection Transition. Jeux de rôle. De rôle, là, pas des drôles. J'ai plein de collections. J'ai même des collections de favoris pour mes clients. Donc, quand je vois des idées que je pense qui seraient bonnes pour un de mes clients, ben, je l'envoie dans la collection de favoris. Donc, après ça, quand j'ai un meeting avec le client où je vais lui proposer des idées, ben, j'ai tout comme, tu sais, j'ai pas besoin de chercher, j'ai pas besoin d'essayer de me rappeler, d'aller dans mon historique de visionnement, tu sais, Moi, je pense qu'un des éléments clés de cette étape-là du processus que tu dis, que tu mentionnes, c'est que souvent, les gens vont avoir le réflexe de sauvegarder un contenu, soit avec un screenshot, soit avec les favoris ou quoi que ce soit. Mais ce qu'ils ne font pas, que tu viens de dire, qui est vraiment important de highlighter en rouge fluo, c'est le fait que tu prends le temps de dire c'est quoi ton idée qui a popé quand tu as vu le contenu. Parce que ça fait toute la différence. Parce que là, des fois, tu vas voir le contenu, tu vas dire, ah ouais, ça, je préfère ça. Tu sauvegardes l'audio ou quoi que ce soit. Puis après ça, tu dis, ah, c'était quoi donc? C'était quoi mon flash? C'est une super bonne idée. Tu dis, voyons, j'avais une super bonne idée. Puis là, tu vas être comme une semaine à chercher et à dire, voyons donc, il me semble que c'était bon. Puis en passant, ce que je fais souvent, petit truc que peut-être les gens ne savent pas, mais j'ai pas tendance à répondre souvent aux commentaires de hate là, qui sont inévitables, qui sont pas très fréquents, mais j'en ai quand même des fois. Dès que j'en vois un passer, j'enregistre une réponse vidéo brouillon. Pourquoi? Parce que même si la personne efface son commentaire, quand tu fais une réponse vidéo, le commentaire, il s'efface pas. Il est trop tard, tu comprends? Et je me sers souvent de ça pour faire des réponses créatives. Je réponds jamais directement aux commentaires là, de façon fâchée, mais j'essaie toujours de trouver une twist positive. Comme par exemple, je m'étais fait dire mon Dieu, t'as du temps à perdre dans la vie, ou t'en as du temps toi dans la vie, puis j'avais fait une réponse vidéo, j'avais dit 5 trucs pour avoir plus de temps dans la vie. Fait que j'avais donné mes trucs pour créer du contenu plus rapidement, etc. Fait que j'essaie toujours de trouver de rester dans le positif tout le temps. Mais c'est ça. Donc, les gens ne savent pas, puis les gens ne pensent pas avant d'écrire des fois, mais la minute que tu publies un commentaire, il peut être quelqu'un prend un screenshot ou fait une réponse vidéo. Fait que c'est ça. Là, moi j'adore ça. C'est tellement la meilleure manière de répondre à tes trolls, d'intégrer leurs critiques à une vidéo, mais une vidéo qui est positive en plus. Fait que c'est tellement un excellent moyen de les exposer, mais tout en demeurant positif, puis en amenant de la valeur en plus de ça à ta communauté. Je trouve ça vraiment excellent. Pas au niveau de la personne qui a laissé le commentaire. Là. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Izarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.izarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Izarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients.
Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de Rubberduck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Là, tu nous disais, OK, la première étape de ton processus, c'est tu es en mode veille stratégique, tu captes tes idées, tu t'assures de les accrocher à une vidéo ou à un son. Puis, une fois que ça c'est fait, tu fais un brouillon avec ça. Puis là, après ça, c'est quoi les prochaines étapes de ton processus de création? Ben, souvent, si j'ai un son, par exemple, supposons un son, un lip sync. Tu vois, j'ai beaucoup de difficultés avec les voice-over, mais les sons, je les apprends en 2 secondes. Les danses, j'apprends ça super vite. J'ai vraiment de la facilité. Je connais des paroles de je sais pas combien de centaines de chansons, là, ça a même pas de place. Ça a même pas de bon sens. Des fois, j'aimerais comme clairer mon disque dur un peu pour faire de la place pour d'autres choses, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, s'il y a un son, par exemple, qui est pas long à faire, tu sais, par exemple, il y avait un son, c'était Michel Richard qui disait « Si j'arrive là, puis tu me dis que... » Tu sais, euh, j'enregistre souvent des vidéos comme ça qui sont relativement faciles à faire et rapides, sans savoir ce que je vais faire avec. Donc, si j'ai du temps, je vais enregistrer plusieurs vidéos avec juste des sons et en sachant que j'ai aucune idée encore ce que je vais mettre comme texte, quel contexte ça va avoir. Ça finit toujours par arriver à un moment donné, j'ai un flash. Ah oui, je le sais. Je retourne dans le brouillon, je mets le texte, je publie. Comme ça, parce que tu sais que des fois, ça arrive souvent, on a comme le syndrome de la page blanche, on dit OK, là, ça me prend une bonne idée. Là. Mais tu peux perdre facilement 1 heure, 2 heures à essayer de trouver une idée. Alors que si tu t'enregistres, puis tu reviens quand tu as un flash, ben t'as pas perdu de temps. Ça a été super efficace Ouais. dans le fond. Puis des sons comme ça, on peut en utiliser plein. Puis oui, ça fait du contenu à intercaler, tu sais, entre les vidéos qui sont plus longues à produire. Parce que, bon, on a tous un horaire différent, mais tu sais, c'est rare les gens qui ont des heures à mettre par jour pour juste créer du contenu. Oui, effectivement, je fais partie de ces gens-là qui aimeraient ça en créer plus parce que j'adore créer du contenu sur TikTok, puis les Reels, puis essayer de sauter sur des tendances un peu, puis créer du contenu un peu plus ludique comme ça. Mais effectivement que ça demande du temps quand vient le temps d'essayer de créer des contenus peut-être d'un peu plus longue forme et de meilleure qualité. Justement, en lien avec ça, peux-tu nous parler, si tu nous disais tantôt, bon, mais tu n'as pas vraiment un calendrier de contenu éditorial que tu suis, tu as comme un mix entre tes piliers de contenu qui sont des tutoriels, des alertes sur des nouvelles trends, des nouvelles fonctionnalités TikTok qui sortent. Fait que ça, c'est que pas mal Plus tes piliers simplement de des contenu. montages, des danses, des duos, tu sais. Ouais. Mm. Fait que ça, c'est vraiment tes piliers de contenu. Puis, c'est quoi, mettons, ton ratio entre tes contenus qui sont un peu plus, disons, stratégiques, puis tes contenus plus de tendance, mettons, que tu es plus en mode réaction. Fait que ton contenu, tu sais que c'est tes piliers de contenu, puis tes tendances. As-tu des ratios ou quand tu travailles avec des clients, est-ce que tu recommandes un certain ratio entre ton contenu qui est un peu plus aligné à ta marque, à ton expertise, à ton offre de service, versus le contenu de tendance que tu vas intégrer dans ta stratégie? Le ratio a évolué avec le temps. Quand 2021, mettons, je faisais énormément de tutoriels, énormément. Mais j'avais moins de clients aussi, puis j'avais plus de temps pour... donc, mon ratio était... il y avait des tendances, oui, mais je pense que c'était comme soit peut-être 70% tutoriel, 30% tendance. Là, le ratio a beaucoup changé. J'ai diminué la fréquence de publication. Il y a juste 24 heures dans une journée. Et donc, je te dirais que c'est peut-être 50% contenu éducatif. Je fais très, très, très peu de contenu de vente. Tu sais, dire voici mes services, engagez-moi. C'est très rare que je le fais directement comme ça. En fait, je le fais presque pas. Je vais mentionner que je suis coach, mais je vais pas dire voilà, engagez-moi, tu sais, appelez-moi. Donc, à peu près 50%, 50% trend, 50% montage, technique. J'aime faire des transitions, j'aime faire du clonage. C'est pas nécessairement des trends que tout le monde fait en ce moment. En fait, je fais le contenu que j'ai le goût de faire. Si c'est un trend qui est passé depuis un mois, je vais le faire quand même.
parce que ça me tente. Puis ça me rend heureuse de le faire. Fait que, tu sais, faut pas juste là, se concentrer sur les chiffres, puis les vues, puis parce que le contenu, ça se peut qu'il décolle pas tout de suite, mais ça veut pas dire qu'il va pas être vu à moyen, long terme. Tu sais, la durée de vie des vidéos, je pense que tu le sais, elle est longue sur TikTok, donc c'est ça. Ouais, puis l'algorithme a beaucoup évolué à ce Oh niveau-là, dans oui, le sens que, tu sais, avant, on envoyait une vidéo, puis là, en quelques heures, en quelques jours, elle pouvait exploser. oui, Et là, on voit que c'est un peu plus long maintenant avant que les vues commencent à s'accumuler, mais effectivement que la durée de vie des vidéos, elle est toujours aussi, elle peut surprendre certains, hein. Des oui, fois, puis là, avec il y le a des vidéos qui peuvent référencement, repartir. c'est ça. Puis avec le référencement, ça change complètement la donne, là. Parce que nous, tu sais, TikTok est vraiment en train de se convertir en gros moteur de recherche. Donc, si tes vidéos sont bien référencées, ben, elles peuvent être trouvées, découvertes à l'infini. C'est sûr que des trends, c'est rare que les gens vont chercher, mais c'est pour ça qu'il faut pas juste faire des trends, évidemment. Ça c'est pas une bonne Ouais, stratégie. exactement. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu sais, tu dis, tu fais pas aucun contenu de vente, mais ton contenu edutainment, éducationnel qui est de l'entertainment en même temps, ben ce contenu-là vient démontrer ton expertise et Ben, c'est c'est ça. suffisant pour t'amener des clients. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose que Ouais. je trouve vraiment intéressant de ce que tu disais. Une autre chose que je veux vraiment prendre le temps de poser puis de zoomer in, c'est quand tu as dit avant, j'avais un peu moins de clients, je passais plus de temps à créer du contenu. Maintenant, je suis plus occupé, j'ai plus de clients, puis je prends moins de temps à créer du contenu. Puis ça, je pense que c'est important que les gens comprennent ça. Que dans le fond, là, oui, tu veux avoir une certaine fréquence, une récurrence sur les médias sociaux, mais ta quantité de contenu, là, elle va être déterminée par tes objectifs d'affaires. Si présentement ta business, ça roule bien, puis tu as un peu moins besoin d'être présent, ben ça veut pas dire d'arrêter complètement, mais ça veut dire de peut-être de se mettre moins de pression à créer à Ouais, tous c'est les ça. jours, puis de créer de manière vraiment récurrente, puis deux, trois vidéos par jour, puis tout le kit, tu sais. Ah, Il y a beaucoup de croyances que on pense que pour TikTok, pour que ça fonctionne, tu es obligé de publier 3 fois par jour. TikTok, ils ont statué là-dessus, puis ils disent la clé, c'est la récurrence, hein, pour apprendre comment utiliser la plateforme, puis apprendre quels sont les sujets qui performent le mieux. Fait que je suis vraiment content qu'on jase de cet aspect-là aujourd'hui, parce que je pense que c'est important que les gens l'entendent, puis qu'ils arrêtent de se mettre de la pression, puis comme tu dis si bien, qu'ils recommencent à avoir du plaisir à créer, puis qu'ils oui, on peut faire des trends ou on peut faire du contenu plus ludique, plus authentique, plus vrai qui nous ressemble de qu'est-ce qu'on a besoin de faire, mais c'est pas obligé d'être du contenu de tendance absolument, mais de trouver un mix entre ton contenu stratégique et éducationnel, de L'idée, vente, puis tout le kit. l'idéal, c'est vraiment de mixer, par exemple, une tendance, tu peux l'utiliser pour faire du contenu éducatif. Ouais, Moi, ce que je fais souvent, je vais ajouter un petit côté technique aux tendances parce que c'est ça ma spécialité, puis c'est ça que j'enseigne, puis l'idée, tu sais, TikTok, pour moi, c'est un véhicule, c'est pas la destination, donc c'est un endroit où tu connectes avec les gens, tu crées des liens, tu établis un lien de confiance, tu établis ta crédibilité. Euh, tu sais, tout le monde aime acheter, mais il y a personne qui aime se faire vendre, là. Fait que, moi, exact. tu sais, puis je dis pas, peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus, peut-être que, tu sais, il y en a qui le font, puis ça fonctionne bien, là. Je ne détiens pas la vérité. Mais bon, ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Concernant la fréquence de publication, la fréquence de publication idéale, je pense, c'est celle que tu es capable de maintenir. Donc, à moyen terme, long terme, si tu te brûles à publier 3 fois par jour, puis qu'après ça, tu es comme plus capable, tu n'as plus de plaisir, tu t'es tiré une balle dans le pied. Puis oui, je comprends, là, des fois, on est comme, ah, j'ai plein d'idées, là, ça serait tellement... On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Fait que, tu sais, j'ai 3 enfants. Fait que j'ai un travail, je dors la nuit, tu sais. On vit Hmm. pas dans nos téléphones 24 heures sur 24. Donc oui, celle qu'on est capable de maintenir, est-ce que c'est absolument nécessaire de publier à tous les jours? Non. C'est mieux d'être constant que de publier fréquemment.
les tutoriels, puis ça c'est drôle parce que quand je reçois des commentaires sur mes tutoriels, j'ai pas compris, peux-tu recommencer? Mes tutoriels, là, ils me prennent entre 8 et 12 heures à faire chacun, selon l'étendue. Tu sais, faut que je fasse le montage pour lequel je fasse le tutoriel. Faut que je fasse l'édition. Tu sais, des fois, ça me prend 40 minutes. Faut que je condense ça en 2 minutes. Faut que j'enregistre un voice-over, que je mette les petites flèches, les petits si, que ce que je dis marche avec ce que je suis en train de montrer. C'est très long. C'est très long, là. Puis, tu sais, on n'est pas payé pour ce qu'on publie sur TikTok, en tout cas pas au Canada. Donc, c'est ça. Je peux pas. Je peux plus. C'est plus comme à fin 2020, début 2021, des confinements, tout ça. Là, ça marche pas. Fait que j'ai adapté mon rythme de publication. Je suis très à l'aise avec. Je fais ce que je peux. Et voilà. Tout ça. Ben, justement, c'est super intéressant. Là, tu disais comme tes contenus de tutoriel, là, ceux-là sont très, très longs. Tu dédies vraiment beaucoup de temps là-dessus. Puis tu disais que ta fréquence de publication elle a évolué, elle a vraiment changé avec le temps. Ça ressemble à quoi présentement ta fréquence de publication? Puis combien de temps par semaine à peu près tu passes à créer du contenu vidéo sur TikTok? Euh, je, je dirais qu'en ce moment, je publie probablement 3 fois par semaine. Euh, donc, puis le temps que je consacre à la création de contenu, ça dépend. Ça dépend si je fais un gros tutoriel. Et des tutoriels sont pas longs à faire, là. Ils prennent pas tous 12 heures, là, mais je dirais si j'ai 10-15 heures par semaine, à peu près. C'est dur à dire, parce que souvent, puis je suis très perfectionniste, ça c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut, c'est que je recommence trop souvent. Et quand je filme, je vais recommencer, je vais faire 10 fois la même prise, parce que là, tu sais, j'attends d'avoir la prise parfaite. Je recommande pas ça. Je recommande, à un moment donné, tu sais, put it out there, là, mais ça, c'est Better mon, done than perfect, comme on dit, hein? Better done than exactement, perfect. c'est mon Moi, défi, moi, je moi, te de comprends tellement parce que je suis pareil comme toi, pour vrai, là. Je suis vraiment, je suis comme ça. Puis c'est un de mes obstacles, justement, à la création de contenu vidéo. C'est que moi aussi, faudrait que tout soit parfait. Fait que ça me ralentit vraiment. Donc, tu disais à peu près autour de 10-15 heures par semaine, donc environ 3 vidéos par semaine. Donc, on peut comprendre que en moyenne, tu vas passer 3 à 5 heures par vidéo. Évidemment, il y a des vidéos qui se font de manière plus rapide, plus efficace, mais des fois, c'est de la captation, des fois, c'est la recherche stratégique qui peut prendre un peu plus de temps aussi pour la comme, trouver recherche, le le bon montage. trend, la bonne idée. Oui, puis le montage, des fois, je sais pas comment faire ce que je veux faire. Fait que je vais essayer des choses. Tu sais, je sais pas tout faire, là. Je trouve comment faire. Mais fait que des fois, c'est très long avant d'atteindre le résultat que je veux. Puis probablement, des fois, je passe par des chemins un petit peu trop. Puis là, je me rends compte, ah, bon, j'aurais pu le faire de telle façon. Mais c'est ça. J'apprends. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que j'apprends continuellement. C'est... J'adore ça parce que, tu sais, les gens qui te regardent, ils pensent que c'est facile pour toi, mais tu démontres tellement clairement que c'est beaucoup de travail, même pour une fille comme toi qui en fait depuis 2020 puis qui a de l'expérience en création de contenu avant. Donc ça, merci de partager ça, cette réalité-là de la création de On se contenu. compare, puis je trouve qu'on se compare trop souvent aux gens, puis on a l'impression, on se sent poche, on dit, mon Dieu, ça a l'air tellement facile pour eux. On sait pas ce qui se passe en arrière, là. Tu sais, Ouais, on puis sait là, pas. tu nous parlais de toute la notion de montage vidéo. Dans ton montage vidéo, toi, est-ce que là, présentement, tu le fais beaucoup directement sur le cellulaire ou tu Attends, utilises CapCut sur l'ordinateur? Tu es 100% sur le cellulaire? je fais tout sur le cellulaire. D'ailleurs, j'ai commencé à porter des lunettes il y a quelques semaines. Mais oui, ben je suis en train de me familiariser avec CapCut sur desktop. C'est comme la suite des choses, c'est d'approfondir mes connaissances avec des logiciels qui ont plus de fonctionnalités. J'ai aussi Final Cut Pro sur mon ordinateur. J'ai l'intention d'apprendre. Mais pour l'instant, je fais tout sur CapCut. C'est tellement puissant cet outil-là. Là, il y a certaines fonctionnalités qui sont devenues payantes, mais somme toute, c'est une application tellement versatile. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses pas faire
pour, je pense que c'est 110 $ par année. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Fait que, ouais. Puis je fais partie du programme de créateurs CapCut maintenant. Donc voilà, ça fait peut-être je sais pas, 3-4 mois, peut-être. Euh, Ça, c'est un blocage pour plusieurs personnes, l'aspect montage vidéo à cause un peu de l'aspect technique. oui, Moi, c'était un blocage parce que perso, j'ai ça, passer trop de temps sur mon cellulaire. Fait que faire mon montage sur mon cellulaire, ça m'arrêtait vraiment beaucoup. Là, j'utilise CapCut sur desktop, entre autres pour le montage du social show. Mais ok. qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens que l'aspect montage les refroidit pour la création de contenu? As-tu des petits trucs pour les amener à intégrer CapCut? Puis tu sais, à l'intérieur de cette question-là aussi, tu sais, à quel point les gens sont obligés de faire des montages complexes. Fait que toi, t'es bonne, t'as dit que t'aimes ça, le montage, puis t'es bonne pour créer des transitions créatives, tout le kit. Mais on sait que c'est pas obligatoire. Fait que les gens Non, pour qui c'est plus difficile le montage vidéo, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? ben, c'est que, c'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation pour faire du contenu intéressant, de se cloner, de faire des transitions ou des montages, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Mais il faut faire ce qu'on aime. Si ce qu'on aime, c'est parler de notre expertise, tu sais, ben, c'est pas compliqué des montages dans ce temps-là, là. C'est juste d'ajouter quelques clips. C'est super simple, là. Il y a puis tu sais, avec les bons trucs, on devient super efficace. C'est pas, moi, j'aime ça me compliquer la vie. J'aime ça me lancer des défis techniques. C'est ça que j'aime. Faut- C'est absolument pas, tu sais, je veux pas faire peur aux gens avec mon 8 à 12 heures. C'est moi qui m'impose ça, là. C'est absolument pas obligatoire pour faire du bon contenu, pour réussir, là. C'est vraiment pas. Là, tu dis faire du bon contenu. Là, moi, je veux en profiter parce que je veux qu'on jase de ça. C'est quoi, en 2023, du bon contenu sur TikTok? C'est quoi les ingrédients? Tu sais, pendant un moment, on pensait que c'était beaucoup, justement, des trends. Il fallait absolument faire des trends, des danses ou que ça soit drôle. Là, avant, c'était des vidéos super courtes de 15 secondes. Là, on est rendu à des vidéos de 10 minutes. C'est quoi les ingrédients clés pour créer du bon contenu sur TikTok en 2023, selon toi? Ben, d'une part, TikTok essaie de s'éloigner. C'est plus les vidéos courtes, c'est plus une plateforme de vidéos courtes. Je me rappelle quand le 3 minutes est arrivé, tout le monde disait, ah mon Dieu, c'est 3 minutes. Finalement, il y en a plein des vidéos de 3 minutes. Après ça passait à 5 minutes, puis maintenant, le 10 minutes est arrivé. Euh, donc, avant, on disait, OK, on va faire des vidéos courtes. Le watch time, tu sais, c'est facile de regarder la vidéo en boucle parce qu'elle est courte. Ça fonctionne plus comme ça. Les critères pour qu'une vidéo soit propulsée sont tellement différents. La clé c'est pas, il n'y a pas d'une longueur de vidéo optimale. La longueur idéale, c'est la longueur minimale requise pour capter et maintenir l'attention des gens du début à la fin de notre vidéo, puis susciter une réaction. Je veux dire, l'accroche est super importante. Je vois tellement de gens faire l'erreur de dire salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler, je pensais à ça, puis je suis déjà rendu 3 vidéos plus loin. Il faut aller droit au but. Faut que la personne. On est tous individualistes. Quand on regarde une vidéo, c'est parce que on sent. Il faut qu'on en tire quelque chose. Donc les vidéos, tu sais, les About Me vidéos, là, où tu parles juste de toi, puis ça, à moins que tu sois une star, puis que tout ce que tu fais ça intéresse le monde. Si c'est pas le cas, et c'est pas mon cas, ben il faut que la personne sente qu'elle va tirer quelque chose de ta vidéo. Il faut qu'elle le sache en partant, c'est quoi qu'elle va tirer de ta vidéo. Moi, c'est pour ça que je commence toujours mes vidéos. Comment rendre votre arrière-plan flou? Comment se cloner? Comment, tu sais, directement. Comme ça, les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ça vont rester. L'idée, c'est pas de capter l'attention de tout le monde, mais que les bonnes personnes se sentent directement interpellées. Faire sentir à la personne aussi qu'on s'adresse juste à elle.
quand tu commences tu sais, salut gang, salut TikTok, ça se peut que ça marche, tu sais, mais il n'y a rien comme que la personne qui regarde la vidéo a l'impression que c'est comme une conversation entre amis, une conversation informelle. Puis là, tu vas dire, tu vous vois les gens dans tes vidéos? Oui. Parce que je suis pas capable de tutoyer, tutoyer le monde, je pense que je suis trop vieille pour ça. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Passe-Partout, mais ça, c'est moi. Je sais que ça passerait bien si je tutoyais, mais non, ça me cause de l'inconfort, fait que, mais disons que pour moi, c'est une marque de respect, plus que je m'adresse pas à un groupe, je m'adresse à une personne avec, que je, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, Ben oui, tout à fait. Puis c'est super important qu'est-ce que tu dis parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce qu'on devrait tutoyer, est-ce qu'on devrait vouvoyer, si on est une marque, mais la clé, c'est surtout d'être à l'aise. Il faut que ça respecte nos valeurs. Tu sais, ça, c'est une thématique que tu parles depuis le début de la discussion, tu sais, puis je pense que c'est ça que les gens doivent retenir. C'est quoi notre branding, que ce soit une entreprise ou un individu, un entrepreneur? Ben, c'est d'avoir ce branding-là. Moi, j'ai été au collège privé, j'ai appris à vous voyer, mais ça ne me rejoint pas. J'aime ça, avoir un sentiment de proximité. Puis il y a des personnes que je vais vous voyer comme par réflexe, mais quand je suis en mode création de contenu, justement pour créer ce lien-là à l'individu qui est de l'autre bord du cellulaire, là, je vais vraiment plus l'utiliser là-dessus parce que j'ai l'impression que ça a plus d'impact. Mais Ah oui, c'est mais c'est parfait que toi, valide, ça tu aussi. utilises le vous parce que ça te ressemble plus et Ouais. tu es plus à l'aise avec ça. Fait que c'est parfait. Ah oui, puis j'y ai pensé. Peut-être que ça serait plus. Je sais pas. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Puis, mais je pense pas que Ça ça posait de fonctionne. problème. C'est ça fonctionne. Mais c'est ça. Donc, de faire sentir à la personne que tu t'adresses à elle, des salut TikTok, là, directement. Qu'est-ce que l'accroche en partant? Tu as 2 secondes pour attirer l'attention. Faut que la personne sache qu'est-ce qu'elle va tirer de ta vidéo. Faut que tu maintiennes l'intérêt. Donc, couper les silences, les hésitations. T'es pas obligé là, de faire des jump cuts à toutes les secondes, là, tu sais, zoom in, zoom out, avec les gros sous-titres dynamiques. Moi ça m'agresse. Peut-être que c'est une question peut-être de génération, là, mais personnellement, je trouve qu'il y a des limites là, aux stimuli visuels. Là, on peut. Moi, je pense que c'est vraiment le contenu qui est important. Ce que tu dis, ce que tu montres. Euh, D'aller droit au but. Ça peut être long, mais tant que c'est intéressant du début à la fin, c'est ça que tu veux. Tu veux que Ouais. il faut se mettre les lunettes avant de publier une vidéo. Si c'était pas moi qui étais dans la vidéo, est-ce que je la regarderais? Pour de vrai, là. Je la regarderais-tu au complet? Est-ce que j'aurais le goût de commenter? J'aurais-tu le goût de partager? De republier, c'est le petit bouton republication? De sauvegarder pour plus tard? Si la réponse est non, travaille ta vidéo. Il y a trop de gens qui se demandent pourquoi je comprends pas pourquoi mon contenu, je me fais souvent demander peux-tu regarder? Ben souvent c'est pas difficile à voir. T'sais, puis les gens aussi, quelque chose qui m'agresse là, c'est quand les gens regardent en bas dans leur vidéo au lieu de regarder la caméra. Ça m'énerve ça. Je l'ai dit. C'est comme non mais c'est comme C'est- l'équivalent en personne de regarder le monde dans le cou. C'est bizarre. Ouais. Euh, Mhm. donc c'est ça. C'est pas besoin d'effets spéciaux. Il faut juste offrir de la valeur. Puis de la valeur, c'est quoi? C'est mettre un sourire d'en face à quelqu'un, faire rire, inspirer, divertir, impressionner, apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est offrir de la valeur. S'il n'y a pas de valeur, si c'est juste à propos de vous, là, tu sais, je sais pas, aujourd'hui j'ai fait ci, fait ça. Tu sais, je suis pas une vlogueuse suivie par des millions de personnes, là. Fait qu'il faut donner quelque chose aux gens pour qu'ils te regardent. Voilà. Euh, Tantôt, tu sais, tu parlais de la notion de montage rapide, puis à toutes les secondes, avoir des transitions, des jump cuts ou avoir beaucoup de texte. Moi aussi, là, personnellement, il y a des nouvelles tendances avec plein de textes, comme tellement différents d'une fois à l'autre, que là, effectivement, c'est un peu too much. Je pense que la clé, c'est surtout que dans ton... C'est pas obligé d'être dans ton montage que du dynamisme, ça peut être dans ta voix, ça peut être dans la manière de livrer ton contenu. Mais je pense que la clé, c'est d'avoir du dynamisme. Ça peut être au niveau du montage, ça peut être au niveau de la livraison du contenu, mais la clé, c'est d'être dynamique, justement. Puis comme tu as dit, d'avoir le juste temps
dans ta vidéo, hein, que ça soit pas trop court, pas trop long, juste assez pour livrer le contenu. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent tellement que ça soit court qu'au final, justement, tu ressors rien de la vidéo. C'est pas clair, il manque de clarté parce qu'on a essayé Mitrailler d'aller de tellement mots. vite. Oui, c'est ça. Mais puis il y a un autre aspect, c'est que oui, il faut être dynamique et tout, mais le plus important, c'est que ton contenu soit vu par les bonnes personnes. Parce que quand ça arrive, tu arrives à bien cibler ton public, t'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Le public va être intéressé parce que tu as à offrir. Fait que Ouais. quand, tu sais, il y a toute une série de choses à mettre en place pour optimiser ça, pour s'assurer que nos vidéos soient vues par les bonnes personnes. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est pas être vu par le plus de monde possible, c'est être vu par les meilleures personnes possibles qui matchent Ben oui, avec tout le monde nous. se concentre sur la quantité de vues là, parce qu'on pense que sur TikTok, c'est facile d'être viral. Fait que là, tout le monde est comme déçu quand ils n'ont pas des milliers de views sur leur vidéo. Puis là, il y a comme une déception, il y a comme une pression qui arrive. Ou Fait bien que ça, tu as c'est une super vidéo qui important. Puis, décolle, tu as une vidéo qui décolle, Mhm. puis après ça, tu te demandes pourquoi la vidéo suivante, tu sais, tu penses que, ah, ça y est. Ben non, ça y est pas, ça y est pas. Puis des Ça, c'est fois, on quelque chose qui est devient vraiment virale, c'est intéressant. non. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de l'algorithme de TikTok, c'est que peu importe ta quantité d'abonnés, tes meilleures vidéos, ils n'ont pas de plafond. Mm. Puis, de l'autre côté, tes vidéos qui performent moins bien, ben, ils vont rejoindre une certaine quantité de personnes. Là, il y a quelque chose que tu mentionnais, tu disais, ah, tu veux être vu par les bonnes personnes. Toi, c'est quoi tes trucs, mettons, en termes d'ingrédients dans ta création de contenu? Donc là, on a parlé de la croche, on a parlé du dynamisme de livrer du contenu qui a de la valeur, qui éduque, qui entertain ou qui inspire. Mais comment tu fais pour que ton contenu soit distribué par l'algorithme aux bonnes personnes? As-tu des trucs concrets pour ça dans la manière de créer ton contenu, de le mettre en ligne? Oui, absolument. Premièrement, ben, je mets des sous-titres générés, pas dans CapCut, pas dans une autre appli, directement dans TikTok. Donc, parce que ce qu'on dit dans nos vidéos est référencé. Donc, je vais générer les sous-titres, pas les sous-titres automatiques, là, on voit souvent sur les vidéos qui c'est complètement farfelu, on comprend rien, parce que souvent, on va regarder les vidéos sans son, puis on essaie de comprendre, puis ça fait aucun sens. Ça, si vous écoutez, puis vous avez les sous-titres automatiques activés, enlevez-moi ça tout de suite. Ça vaut la peine. Euh, euh, pour ça, il faut que l'appli soit en français de France et pas français Canada, sinon on n'a pas l'option. Ça, c'est bizarre, mais bon. Donc, de générer les sous-titres, de les corriger. Ça, c'est super important pour que ça fasse du sens si les gens regardent nos vidéos, pas de son. Parce que sinon, ben, on risque de perdre hein. Deuxième chose, le texte, les mots-clés qu'on ajoute par-dessus, dans TikTok toujours, parce que ce texte-là, encore une fois, est référencé. Ce qu'on va mettre comme titre, donc c'est-à-dire dans la description, là. Donc moi, je vais mettre, par exemple, comment se cloner avec CapCut, exemple. Des hashtags ciblés, pertinents. Là, on a 2200 caractères, donc on a beaucoup plus de place pour, justement, c'est quasiment un billet de blog, là. On peut mettre beaucoup plus d'informations, des phrases clés. Faut penser, mettons, si quelqu'un voulait tomber sur ma vidéo, cherchait ma vidéo, comment il la chercherait? Avec quels mots? Avec quelle combinaison de mots? Puis on peut tout aller écrire ça, ces phrases clés-là. Souvent, je vais mettre comme du texte, des hashtags, puis en dessous, des phrases clés. Tu sais, je sais pas, se dédoubler, mettons. Quelqu'un qui sait pas, qui a oublié comment dire se cloner ou qui cherche pas exactement le terme que moi j'ai mis, ben, il y a d'autres façons de le dire. On veut que, si les gens tapent ça, qu'ils puissent tomber sur notre contenu. Fait que, puis aussi, une chose très importante, c'est l'interaction avec les autres. Donc, on peut, tu sais, interagir avec les gens, laisser des commentaires sous les vidéos des autres. Faut pas sous-estimer le pouvoir de ça. Parce que, tu sais, quand on commente sur les vidéos des autres, ben, il y a notre nom d'utilisateur qui apparaît. C'est pour ça que c'est important aussi d'optimiser notre nom. Donc, si quelqu'un, moi, c'est marqué Jen, coach TikTok, donc c'est assez clair. T'sais, si t'es, je sais pas, moi, ergothérapeute, puis tu laisses un commentaire, puis quelqu'un, ah, mon Dieu, ergothérapeute, je vais aller voir, puis ça m'intéresse.
Fait que tu Mhm. augmentes tes chances d'être vu par les bonnes personnes, encore une fois, parce qu'ils vont avoir cliqué sur ton nom, juste à cause des mots-clés que tu vas y avoir mis, parce que ce sujet-là les intéresse. Tantôt, tu parlais de choisir les bons hashtags. Toi, tout le monde a sa recette de hashtag. Là. Mhm. Comment toi, tu recommandes aux gens d'utiliser les hashtags sur TikTok? Moi, j'en mets, j'ai pas, je vais pas te dire, ah, c'est maximum 3, tu sais, la règle de 3 hashtags qui représentent le contenu de la vidéo, 3 hashtags qui représentent ce que tu fais, puis 3 hashtags qui représentent ton client cible. Je mets le nombre de hashtags que je trouve qui est pertinent pour la vidéo. Il faut référencer nos vidéos. Chaque vidéo est indépendante. C'est un silo. Faut pas mettre les mêmes hashtags sur chaque vidéo. Faut vraiment dire, OK, cette vidéo-ci, c'est quoi? La caméra a bugué. Euh, je parle de montage vidéo. Donc, montage vidéo. Montage CapCut. Fait avec CapCut. Tutoriel CapCut. Tutoriel français. Euh, je vais mettre le nombre de hashtags jusqu'à ce que je me dise, bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. Fait qu'une règle exacte, précise, j'en ai pas. Puis je pense que ceux qui disent qu'il y a des règles, c'est de la bullshit, là. Ils savent pas. En fait, Et, souvent, ces règles-là, c'est plus pour que les gens puissent, c'est pour simplifier la manière qu'on l'explique à un niveau de compréhension. Puis, euh, toi, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent qu'il faut absolument que tu aies le hashtag For You page ah dans le mon contenu Dieu, pour être parle-moi pas là-dessus. Ben, c'est mal que c'est pas comprendre TikTok, là. Un, c'est comme si j'allais au cinéma, puis là, tu me dis, OK, ça parlait de quoi? Qu'est-ce que t'es allé voir? Un film. Je suis allée au cinéma. Tu sais, ça dit rien. Tu peux pas marquer hashtag for you, hashtag pour toi, hashtag viral. Tu peux pas demander, dire à TikTok de te rendre viral. C'est pas comme ça que ça marche. C'est les gens qui décident, c'est la réaction du monde qui voit ton contenu. Le contenu et il n'y a aucun hashtag qui va faire en sorte que tu deviennes viral. En plus de ça, supposons que tu publies une vidéo, hashtag pour toi. Comment tu penses que les gens vont te trouver? Si tu cliques sur le hashtag, là, il y a des milliards de vues, des millions de vidéos sous ce hashtag-là. Il n'y a aucune chance que tu sois découvert. Premièrement, mettons que toi, tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, tout ça. Tu as publié une vidéo avec le hashtag pour toi. Penses-tu vraiment que les gens vont te trouver en cherchant pour toi dans la barre de recherche? Ça n'a aucun sens. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Fait que, on se tient loin de ces hashtags-là. On veut que ce soit ciblé et pertinent à la vidéo qu'on fait en ce moment. Puis oui, on peut inclure des hashtags qui représentent notre public cible. On peut. Mais il faut que ce soit pertinent, toujours. Ça permet à l'algorithme de savoir de quoi s'agit notre vidéo et à qui la montrer. Et ça permet aussi, après ça, de se faire retrouver par la suite. Hmm. Hmm. J'adore ça. Donc, il y a quelque chose tantôt, tu mentionnais, tu as parlé un peu de l'importance des commentaires pour se faire découvrir, mais plutôt dans la discussion, tu as parlé de l'importance de créer des communautés. Mhm. Euh, ça c'est quelque chose, je trouve, tu sais, initialement, là, on appelait ça un gestionnaire de communauté, les personnes qui géraient les médias sociaux, les comptes de médias sociaux. Là, aujourd'hui, c'est des gestionnaires de médias sociaux parce on est un peu plus marketing slash com slash vente, là, quasiment. Fait que cette notion-là de créer une communauté forte, parce que toi, tu en as une communauté quand même très, très forte, tant sur TikTok que tu as un groupe Facebook aussi où est-ce qu'on peut aller rejoindre ta communauté. Selon toi, c'est quoi les éléments clés dans le processus de création de contenu qui permettent de créer une communauté forte? Ben, la première chose, c'est la communauté, c'est que c'est pas à sens unique. Donc, si tu es sur TikTok, tu suis personne, tu interagis avec personne, tu t'envoies le signal, tu montres que t'es pas là pour les bonnes raisons. Moi, je suis beaucoup de monde, j'interagis avec les gens. Je prends même la peine, tu sais, on voit pas tout le monde passer dans notre fil, là. Mais je fais l'effort. Il y a certaines personnes, je dis, ah oui, ça fait longtemps, je vais les chercher, puis je vais aller regarder quelques-unes de leurs vidéos, puis interagir. Première chose. Deuxièmement,
c'est de créer du contenu avec de la valeur sans rien attendre en retour, sans aucune arrière-pensée de transaction. Je trouve que c'est la meilleure façon de créer une communauté, c'est de dire, voici, tiens, je t'offre, je t'explique comment faire ça. J'ai aucune attente. Si plus tard, tu as besoin, puis tu vas peut-être te souvenir que Geneviève m'avait aidé, j'ai justement besoin de, je vais l'acter, puis je vois qu'elle a assez de quoi elle parle, à cause du contenu qu'elle a créé gratuitement, ben, tant mieux s'ils veulent travailler avec moi plus tard, mais jamais, je pense que c'est ça, c'est d'avoir aucune attente, de vraiment faire l'effort de connecter réellement avec les gens, de créer d'abord une connexion humaine, puis après ça, le commercial, c'est comme le transactionnel, c'est vraiment secondaire. Parce qu'il y a une magie qui se crée quand justement tu fais ça, je pense. Ça paraît les gens qui sont là pour vendre. Moi, ça me rebute complètement, alors je le fais pas. Je fais pas ce que j'aime pas qu'on me fasse. Attends, ça fait du sens, là. Ouais, moi j'adore ça parce que je pense que on parle souvent du 80-20 sur les médias sociaux ou d'avoir tu sais, comme un minimum de publications qui sont pour vendre. Toi, tantôt, tu disais que dans le fond, tu n'as pas vraiment de contenu qui sont axés sur de la vente ou de la promotion de ton offre de service ou de tes produits. Mais je sais que il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est un challenge de dire comme, ben là, je m'en vais sur une plateforme où est-ce que je vais créer du contenu vidéo, mais j'ai pas de place où renvoyer les gens, je peux pas générer de clics, je peux pas générer de ventes sur la plateforme. Euh, as-tu des trucs toi, pour permettre aux entreprises de dire, bon, ben, comment comment je fais pour Comment avoir un retour sur investissement sur la plateforme de TikTok, malgré le fait que c'est plus difficile de générer du trafic, mettons, sur un site web ou quoi que ce soit? Ben, je pense pas que ce soit difficile, en fait, de générer du trafic sur un site web, parce que les gens sont pas niaiseux, là, ils voient ton lien sur ton profil. S'ils ont aimé ce que tu fais, on dit, cette personne-là, tu sais, elle a l'air cool, elle m'inspire, tu sais, elle m'inspire confiance. Clairement, elle sait de quoi elle parle. Ben, je clique sur son lien, puis, tu sais, c'est pas difficile. C'est sûr qu'il faut se rendre à 1000 abonnés, mais après ça, tu sais, les gens qui veulent, ils, ils sont capables de cliquer sur ton lien. Deuxièmement, il y a plein de façons. On peut, tu sais, quand je dis que je fais pas de vente, là, des fois, je vais mentionner que je suis coach. Puis juste ces publications-là, généralement, ça m'amène des demandes. Instantanément, j'en reçois plusieurs demandes parce que les gens, ah oui, hein, ce que j'ai fait, tu sais, la seule chose qui nous appartient réellement, c'est notre liste de courriels, là, les plateformes sociales, tu sais, comme TikTok, là, avec ce qui se passe et tout, mais ça nous appartient pas. C'est, comme ils disent en anglais, du rented land, hein, de l'espace loué, prêté. Euh, donc, ce que j'ai fait à quelques reprises, c'est d'offrir par exemple, un e-book, une liste de vérification, une checklist à faire avant de publier une vidéo pour amener les gens sur ma liste d'envoi. Puis après ça, tu peux communiquer avec les gens séparément par courriel. Mais il y en a qui c'est parfaitement acceptable. Par exemple, tu fais un live, tu peux parler directement de tes produits et services. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais si les gens qui pensent ils vont aller sur TikTok pour montrer là, leurs produits, je sais pas, là, tu sais, parler des caractéristiques, acheter, cliquer sur mon lien. Ah, tu sais, on va pas sur TikTok pour ça Pour se faire vendre. vendre des produits. On va sur TikTok pour se changer les idées, pour se divertir, pour apprendre. Fait que faut faire attention, je pense. Mais tu sais, tu parles du 80-20. Je n'ai pas étudié en marketing, moi. Fait que je suis pas les règles typiques là, de tout le monde qui a ce background-là. Est-ce que c'est la seule façon de procéder? Non, sûrement pas. Mais c'est la mienne. Ben, c'est ça, puis ça fait juste démontrer que ça fonctionne malgré tout. La clé, c'est de créer du contenu qui va intéresser ta clientèle cible et Ouais. que en démontrant ton expertise, tu es capable de vendre sans
nécessairement être un peu trop axé sur la vente, justement. Tu nous parlais que tu passes quand même pas mal de temps sur TikTok pour rester à jour sur les tendances, t'inspirer. Mais est-ce que TikTok, c'est ta plateforme préférée? As-tu d'autres plateformes préférées quand vient le temps de consommer du contenu pour toi de manière personnelle, là, pas pour la business, mettons? C'est quoi ta plateforme préférée? La deuxième serait YouTube, je te dirais, pour tu sais, le contenu. Je vais faire une confidence, là, mais je suis comme passionnée du jeu vidéo. Alors, je regarde beaucoup de. Puis, je viens de finir un jeu super difficile, là, puis, je regardais beaucoup de tutoriels à des endroits où j'étais comme un peu pris, là, des longues vidéos YouTube. C'était vraiment YouTube, ma deuxième Mhm. plateforme. J'ai essayé Clapper, tu sais, qui est comme un genre de semi-TikTok. C'est bizarre, les fonctionnalités sont inexistantes, je sais pas, Mhm. j'ai pas aimé. Instagram, personnellement, j'ai décroché, ça fait longtemps. Je vais publier une fois, ouf. Facebook, à part pour mon groupe, et j'ai décroché aussi, j'aime pas ça. Puis sur YouTube, est-ce que tu consommes un peu de YouTube Shorts? Oui, oui, oui. Puis c'est quoi, Moins. c'est quoi ta perception, la différence entre le contenu qu'on va passer sur YouTube Shorts et le contenu qu'on va passer sur TikTok selon Ben, toi, c'est quoi beaucoup la... de contenu, il y a beaucoup de contenu recyclé, hein. TikTok, c'est comme la plateforme où le contenu est créé, puis qui est diffusé sur Reels Facebook, Reels Instagram, YouTube Shorts. Je dis pas qu'il y a rien qui est créé sur YouTube, là, parce que j'ai une fille et elle regarde beaucoup de shorts et le contenu que je vois, évidemment les jeunes, donc c'est sûr que, mais au-delà de ça, le genre de vidéo, c'est des vidéos que je vois pas passer sur TikTok. C'est comme une autre approche, un autre vibe, si on peut dire. Hmm. Euh, mais c'est sûr que je suis très attachée à TikTok, là. Puis, si je te posais la question justement, c'est qui ton créateur de contenu préféré, là, toute plateforme confondue, qui t'inspire un ou une créatrice de contenu? Ah ben Rachel Peterson, celle qui m'a donné la piqûre au départ. Euh, j'ai, je sais pas si je peux les appeler des collègues, là, mais c'est deux femmes coach que je trouve très inspirantes. La première, c'est Wave Wild, et c'est devenu une amie maintenant. Elle est de Toronto. Elle est formatrice TikTok, et puis ça doit avoir 350 000 abonnés. Là, ça va très bien, ses affaires. Je la trouve très bonne, très pertinente. Et une autre dame qui est américaine, qui s'appelle The Mothership. Je pense qu'elle doit avoir... Elle a passé 60 ans, là, mais elle fait des tutoriels TikTok. Elle a combattu le cancer tout en continuant de créer du contenu. Puis elle a comme 700, quasiment 800 000 abonnés. Là. Puis c'est pas le profil typique que tu penserais de coach TikTok, mais moi, je trouve ça génial de les voir aller, ces femmes-là. Je suis contente quand, tu sais, euh, comment dire, que ce soit pas juste des jeunes, des très jeunes, je veux dire. Ça a beaucoup été associé aux adolescents, TikTok, mais c'est plus ça du tout. Alors, elle brise comme les stéréotypes. Puis Hmm. je trouve ça inspirant. J'aime beaucoup de gens là, différents. Il y a une fille qui s'appelle Jera Bean aussi, que j'aime beaucoup. Écoute, j'en suis du monde, j'en aime. Ça me vient. J'ai pas de nom spécifique qui me vient en tête, là, mais du monde inspirant, il y en a beaucoup, là. Ouais. Ouais. Euh, Puis là, tantôt, tu as parlé de TikTok, pas de TikTok, mais tu as parlé de CapCut, pardon. Évidemment, CapCut, c'est ton outil numéro un. Mais sinon, là, à part CapCut, quel serait ton outil numéro un dans ton processus de création de contenu que tu ne pourrais pas te passer? Tu parles de logiciel? Ouais, c'est un outil, peu importe lequel, ça peut être, c'est pas obligé d'être un app, là, ça peut être
une caméra, ça peut être ton cellulaire. Oh, ben ma caméra, c'est mon iPhone 14. Mon trépied, je pourrais pas vivre sans mon trépied. Trépied, ring light. Et j'ai aussi, je m'en sers des fois, je peux te le montrer, mon petit gimbal, Mhm. stabilisateur Ouais. de. Sinon, je pas besoin de grands accessoires. C'est vraiment mon trépied. Puis je recommande, en tout cas, ceux qui. C'est d'avoir un trépied indépendamment du ring light. Parce que côté éclairage, ça fait vraiment. Tu as beaucoup plus de latitude. L'éclairage naturel est génial, mais des fois, si on se met à angle pendant un petit éclairage d'appoint à angle avec le ring light, ben c'est encore mieux. Mais sinon, j'utilise InShot aussi comme logiciel. Je trouve qu'il y a des fonctionnalités que CapCut n'a pas. Donc, souvent, je vais travailler avec les deux. Je vais faire une partie de montage dans CapCut et certaines choses très spécifiques que je trouve beaucoup plus simple à faire dans InShot, je vais transférer puis je vais continuer dans InShot. Mais comme je te dis, là, je veux approfondir mes connaissances desktop, Final Cut Pro, parce qu'il y a des choses plus poussées techniquement que je veux être capable de faire sans que ça me prenne 15 heures. Tu comprends? Parce que là, c'est ça. C'est Donc, sauver du temps un peu. oui, exactement. Exactement. Puis, dernière question pour toi, pour terminer en beauté, où est-ce que tu veux envoyer les gens qui aimeraient en découvrir plus sur toi? As-tu une gratuité que tu voudrais leur offrir? Est-ce que, évidemment, ils peuvent aller te suivre sur TikTok? Oui, ben écoute, sur TikTok, j'ai un lien, j'ai mon e-book. Euh, j'ai mon e-book, c'est 10 trucs pour 11, 10 ou 11, je me rappelle plus, pour briller. C'est un guide pour les entrepreneurs, donc pour briller sur TikTok. J'ai aussi la liste, checklist là, de choses à ne pas oublier avant de publier parce qu'il y a plein de petits détails, tu sais, ne serait-ce que par exemple, quand on fait un montage dans CapCut, on réimporte ça dans TikTok, ben souvent, on oublie de rattacher le son original. Des trucs comme ça qui sont faciles à oublier parce que donc j'ai cette liste-là, si vous voulez la télécharger. Puis c'est ça. Voilà. Puis Ben, il y a tous les merci, liens. Là, mon Jen. site web, bon, ça parle évidemment de qui je suis, mes services et tout, là, mais sinon, c'est ça. Ces deux documents-là sont quand même intéressants, je pense. Ça. Excellent. Ben, merci d'avoir partagé toutes tes connaissances avec la gang du Social Show. C'est Ça fait vraiment plaisir, vraiment. apprécié. Mais je peux-tu ajouter quelque chose? Tu parles Ben de, tu oui. sais, partager tes connaissances. Je pense, tu sais, je pense qu'on a souvent trop peur de si on en dit trop, les gens voudront pas travailler avec nous. Je pense que c'est le contraire. En 2010, j'ai lu le livre de Michel Blanc. Je sais pas si tu sais c'est qui, mais c'est une spécialiste des réseaux sociaux. Et dans son livre, je m'en souviens très bien. Elle, dans ce temps-là, c'était un blog qu'elle avait. Tu sais, il n'y avait pas de. Facebook était très jeune, je veux dire. Et elle disait dans son livre que tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle offrait comme ça, tu sais, tout était dans son blog. Mais, parce qu'elle s'était fait poser la question, si je partage tout, les gens ne voudront plus travailler avec moi. Puis c'est là qu'elle avait expliqué qu'au contraire, premièrement, c'est pas tout le monde qui a le goût d'aller passer 20 heures à, à éplucher le blog en quête d'une réponse. Deuxièmement, c'est pas parce que je regarde un tutoriel sur comment construire une maison que je vais être capable. T'sais. Donc, montrer ce qu'on sait faire, ça sert à établir la crédibilité et ça n'enlève pas d'opportunités de business. Au contraire. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est wow, c'est tellement parfait comme mot de la fin parce que effectivement, moi c'est quand j'ai suivi beaucoup Gary Vaynerchuk dans le passé puis effectivement que Gary c'est exactement aussi la même chose qui ne cesse de répéter hein, fait que puis Ah moi aussi oui, c'est ok. je crois vraiment à ça dans le fond moi tout ce que je dis dans mes infolettes ou dans mon contenu c'est 100% la même affaire que je dirais à un client.
La seule différence, c'est qu'après ça, on est capable de le faire de manière personnalisée, en lien avec son expertise, sa réalité avec nos clients. Fait que là, la grosse différence entre donner son savoir, puis après ça, aider quelqu'un, accompagner quelqu'un. Fait que je pense Exactement. que c'est super important de le mentionner. Mais oui, si tu veux, mettons que tu veux perdre 10 livres, là, tu veux te remettre en forme, tu peux aller chercher, fouiller en ligne, regarder des vidéos YouTube, trouver un plan alimentaire. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui s'engagent, des entraîneurs, pour se faire personnaliser un plan, pour se faire accompagner, pour se faire encourager. Tu sais, Mm-hmm. les deux peuvent coexister, là. Puis les entraîneurs privés, ben, comment ils vont chercher leur clientèle? En offrant de la valeur gratuitement. Ça. Exactement. On va terminer sur ces beaux mots. Jen, merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir reçu. Ça fait vraiment plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil. Je ne retiens pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.